On commence à bien le connaître, là, le jingle de l'édition. Donc, on a hâte à l'année prochaine pour découvrir qu'est-ce que ce sera la petite musique de l'année 2026. En tout cas, vous êtes encore nombreuses et nombreux pour ce presque dernier plateau de l'édition. Donc, vous lâchez rien et ça fait plaisir, alors qu'il fait beau dehors et qu'il y en a qui se baignent. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, on va passer à trois très, très beaux livres et très beaux invités. Donc, on va accueillir Cédric Gras pour son livre Les routes de la soif, qui est paru aux éditions Stock, que Anne va interroger. François-Henri Désérable pour Le chagrin d'un chant inachevé, qui est paru aux éditions Gallimard. Et je vais commencer tout de suite avec Ehsan Norouzi pour son très beau livre Trainspotter, qui est paru aux éditions Zulma. Et je vais d'abord vous présenter Ehsan, puisque c'est la première fois que vous êtes au festival, mais on présente même ceux qui viennent pour la 15e fois. Donc, Ehsan Norouzi, vous habitez à Téhéran, vous êtes écrivain, essayiste, et vous êtes traducteur de la Beat Generation en persan. Vous avez notamment traduit Sur la route de Jack Kerouac et Catch-22 de Joseph Heller. Et vous êtes l'un des initiateurs de la non-fiction, de la narrative non-fiction, dans le paysage littéraire iranien. Et depuis plusieurs ouvrages, vous explorez donc la forme du récit de voyage pour essayer de retracer l'histoire de la modernité en Iran. Et c'est de ça dont il va être question dans le livre. Votre livre précédent, c'était Une traversée de l'Europe sur les pas de Haji Saya, un activiste des droits de l'homme qui a vécu au 19e siècle. Et donc aujourd'hui, on va partir sur un autre périple. Donc il y a une question qui s'impose à la lecture du début de votre livre. Pour ne pas y aller par quatre chemins, vous êtes atteint d'une pathologie aiguë. Vos amis disent de vous que vous êtes toqué et votre maladie a un nom. Selon les spécialistes, vous êtes férivopathe. Qu'est-ce que c'est ? First of all, thanks for being here and thanks for having me here. I love this phrase by Flaubert who says tout devient intéressant quand vous le regardez assez longtemps, quelque chose comme ça. And I guess if you stare at anything, it can be interesting, but for me, Train kind of stupidly started with me loving Sherlock Holmes and Poirot, solving their puzzles when riding a train. And at some point, it kind of got mixed with the joy of traveling, which you can trace it back to the time that I was a child during the war in Iran, a war with Saddam, and when there was not much of electricity, there was not much of anything to enjoy, but the books that I could find in my father's library, and I began to experience reading any book as a trip to somewhere. So I experienced Dostoevsky as a trip to St. Petersburg. And all these kind of led to the idea of discovering my own country on the train and mix it with the history of these people. Alors d'abord, merci beaucoup d'être là et de m'accueillir. Donc il y a cette citation de Flaubert, vous l'avez entendu, tout devient très simple quand on le regarde assez longtemps, qui m'a toujours plu. Donc ça signifie quelque part que n'importe quoi, pourvu qu'on le regarde suffisamment longtemps, peut devenir intéressant. En ce qui concerne les trains, pour moi, cela dit, ça remonte peut-être à quelque chose de plus précis, qui est l'amour que j'avais pour les histoires de Sherlock Holmes ou d'Hercule Poirot, qui souvent allaient résoudre un mystère à bord d'un train pendant un voyage en train. Et cette première passion, ce premier élément-là, s'est mélangé aussi avec le plaisir du voyage aussi, pour moi. Et là aussi, ça remonte très loin, ça remonte à l'époque où j'étais enfant. Pendant la guerre entre l'Iran et Saddam, on avait souvent des problèmes d'électricité. Et donc, il y avait beaucoup de sources de divertissement qui étaient plus forcément accessibles, à l'exception de tous les livres qui étaient dans la bibliothèque de mon père. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à nourrir l'idée que n'importe quel livre pouvait être lu comme un voyage qui m'emmenait quelque part. Et donc, quand je lisais Dostoïevski, c'était pour moi un voyage à Saint-Pétersbourg.
Et c'est comme ça que petit à petit, sans doute, naît cette idée de découvrir mon propre pays en voyageant moi aussi à bord d'un train et de mélanger ce récit-là avec l'histoire des peuples de ce pays. Et donc Trainspotter, ça raconte à la fois le récit de Hassan Nourouzi qui part en fait sur le réseau ferré iranien pendant un an et qui explore à la fois les différentes régions, mais les différents corps de métier. Et c'est le récit de cette passion-là qu'il a. Donc il y va à fond. Quand on lui donne un pins de la Société des chemins de fer, il ne le quitte plus. Son réveil de téléphone portable, c'est une sonnerie de locomotive. Il veut tout toucher, il veut conduire les choses. Il rêve de tirer une sonnette de locomotive. Puis évidemment, il fait sans faire exprès au mauvais moment. Mais il y a un double récit en fait dans ce livre, c'est que c'est à la fois le récit de ce voyage pendant un an sur les routes de l'Iran, et puis c'est le récit historique de la construction de la Transiranienne, et qui est aussi le récit de l'entrée de l'Iran dans ce que vous appelez la modernité, et ça se fait sur un temps très accéléré, très restreint. I mean, if you consider the history of Iran, it weirdly started the 20th century with an agricultural economy with almost nothing, and it ended the century with the nuclear issue. So this intensity of development and modernization in Iran has been a really intense experience. And one of the really good examples to kind of trace this line of this recent history of development in Iran was Train for me. Train itself had a really important history and a significant role in every place, because it changed our access to not only different places, but it also changed our relationship with traveling itself, with the space, how we experience going someplace, how we move through space. And it was a good example to follow the history of development, how they tried to build every inch of it in Iran. And it had a huge role on the formation of nation states, not only in Iran, but almost everywhere else. It was the way to kind of nail the territory that a ruler rule over. So in that case, it was a kind of a significant way to follow the recent history of Iran. Alors, si on regarde en fait l'histoire de l'Iran, c'est quand même très impressionnant de regarder sur l'étendue le cours du XXe siècle, le passage d'une économie très agricole, d'un pays très peu développé, à la fin du XXe siècle, où l'Iran, c'est l'enjeu nucléaire, etc. C'est en fait un développement, un processus de modernisation d'une intensité très forte qui s'est déroulé tout au long du XXe siècle en Iran. Et il me semble que le train, le système ferroviaire, c'est un bon exemple pour retracer cette histoire de développement. Évidemment, la question ferroviaire, elle est importante dans n'importe quel pays. L'arrivée du train, c'est aussi un changement radical dans l'accès qu'on a à différentes parties d'un territoire, mais aussi dans la relation qu'on va avoir au voyage, dans la relation qu'on va avoir à l'espace et au déplacement de façon générale. Donc c'est vraiment un exemple très intéressant pour comprendre comment un pays se développe, qui joue un rôle aussi vraiment dans la formation des États-nations en Iran, mais pas seulement, dans d'autres pays aussi. Donc ça me paraissait un prisme historique particulièrement intéressant. L'avènement du train, c'est aussi une manière de délimiter le territoire qui va être gouverné par celui qui est au pouvoir. Maybe add some, and two kind of maybe not important personal reasons to do that was that when I was growing up, I always I guess every writer kind of have this dream that he want to write the book that he wanted to read at some point. And for me, growing up, I really needed to be able to read a book that tells me why things are like this, how it happened like this, and and the other reason was I had many foreign friends who came to visit Iran, and I thought, oh, it would have been really wonderful if they had a companion to tell them these people
each of them have a story, have a common history, who help you understand better the country they are visiting. So these two reasons were also important for me. Et puis il y a peut-être deux raisons aussi plus personnelles qui m'ont conduit à amener ce livre. La première, c'est que je crois que pour tout écrivain, quelque part, il y a à un moment donné un rêve d'écrire le livre qu'on aurait voulu lire. Et moi, quand j'étais petit, je rêvais de lire un livre qui m'explique pourquoi la situation autour de moi était celle qu'elle était, comment les choses s'étaient passées, pourquoi le pays ressemblait à ça. La deuxième raison, c'est que j'ai aussi reçu beaucoup d'amis étrangers en visite et que j'ai toujours pensé que ça aurait été chouette qu'ils aient une forme de guide, un accompagnement, quelque chose pour les aider justement à mieux comprendre ce pays qu'ils découvraient. Donc ces deux raisons personnelles aussi m'ont conduit à écrire ce livre. Et peut-être une dernière question. Il y a quelque chose de très, très émouvant au cœur du livre, c'est la rencontre en fait, que vous faites avec la corporation des cheminots et tous les métiers en fait, qui s'articulent autour de ce projet. Alors il y a ceux qui ont construit le chemin de fer et puis il y a ceux qui le font tourner aujourd'hui et que vous rencontrez au présent. Et le livre leur est dédié, à la fin, vous dédiez en fait, votre livre à toutes ces personnes qui ont construit et qui continue de faire tourner en fait cette machine gigantesque. Juste pour donner cette comparaison, la Transiranienne est un chantier comparable à la construction du canal de Suez. C'est ce qu'on apprend dans le livre. Donc c'est quelque chose vraiment titanesque quoi, qui a remodelé l'Iran. Comment ça s'est passé cette rencontre et comment cette prise de conscience en fait, des conditions de vie de cette corporation et de tout ce qui habite son imaginaire s'est fait pour vous au cours de votre voyage? So I come from a background that is kind of, I was raised in a lower middle class family in Iran, so I'm not too far away from them to be able to enjoy their culture. So it wasn't really strange to pay attention to the working class, and kind of I've been always a translator of the leftist theories in Iran too. But at the same time, I guess just recently, in the last 10-15 years, the huge privatization of the railways in Iran showed me how all of these efforts of decades that was put on the construction of railway in the form of blood and sweat that working class people shed on this construction of railway. Thousands of people were died because of this, because of being attacked by animals in the forest, because of hunger, because of many normal accidents during the construction. And it for me it was kind of like witnessing the collapsing of a national effort to build something and then selling it away, and it affected on the life of working class people a lot. So if at some point they were all they were working for the national railway. Nowadays, they are dealing with some specific companies. The relationship between these people is kind of demolished. The huge influential syndicat they had is kind of demolishing. So witnessing all those, I felt that I should be the sound of, as much as I can, the sound of people who suffered for this, and they're seeing that it's losing away. Alors moi, j'ai grandi dans une famille plutôt de classe moyenne, voire classe moyenne inférieure, donc j'étais pas très éloignée de ces personnes qui appartiennent plutôt au monde ouvrier, et donc c'était pas quelque chose de bizarre pour moi de m'intéresser à ces travailleurs-là, de comprendre leur culture. Je suis aussi quelqu'un qui a traduit beaucoup de théoriciens de gauche en Iran, mais ce qui s'est passé, c'est que pour ces gens, au cours des 10-15 dernières années, en fait, il y a eu
élan de privatisation massive des chemins de fer en Iran, et donc tous ces gens qui travaillaient auparavant pour les chemins de fer nationaux, en fait, qui se retrouvent aujourd'hui au service de compagnies privées. C'est un véritable effondrement, en fait, un effacement de décennies d'efforts et de sang aussi, et de sueur de ces ouvriers qui a été versé dans la construction de ce chantier. Il y a eu évidemment, c'est un chantier tellement titanesque que ça signifie aussi des milliers de morts. Il y a des gens qui se faisaient attaquer par les animaux dans les forêts, ou qui avaient des accidents, et même la faim aussi sévissait pour les ouvriers. Et donc voir disparaître, s'effondrer tout ce système qui était vraiment cette entreprise nationale pour la vendre à toutes sortes d'entreprises, de compagnies, c'est quelque chose qui a affecté énormément la vie des classes ouvrières et de leurs familles. Et aujourd'hui, leurs relations sont extrêmement différentes à leur travail. L'influence aussi des syndicats s'effondre totalement, alors qu'avant, ils avaient un pouvoir qui n'était pas négligeable. Et donc, le fait d'avoir assisté à ça m'a donné envie d'essayer du mieux que je pouvais de porter la voix de tous ceux qui avaient souffert pour la construction de ce système et qui aujourd'hui étaient en train de perdre tout ça. Et la privatisation, c'est pour nous en ce moment, hein, sur les chemins de fer. Donc ils auraient peut-être dû vous demander votre avis à la SNCF avant de se lancer dans ce genre d'opération. Ehsan Norouzi, Trainspotter, aux éditions Zulma, merci beaucoup. Et c'était Marguerite Capel comme interprète. Bravo, merci beaucoup. Anne, je te laisse converser avec Cédric Gras. À présent, on va... Ça marche? À présent? Non. Non, si, moi non oui, plus. si, plus près de la bouche. À présent, direction l'Asie centrale. Bonjour Cédric Gras. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, voyageur, géographe, spécialiste du monde eurasien. Et dans ce récit de voyage, vous explorez les questions et les enjeux environnementaux et politiques liés à l'assèchement de la mer d'Aral. Pour ça, vous êtes accompagné de votre ami et documentariste Christophe Rella. Et c'est un périple sur 2500 km environ, durant lequel vous remontez le fleuve Amu Daria, depuis les vestiges de la mer d'Aral jusqu'à ses sources glaciaires dans le massif du Pamir. Alors, ma première question est pourquoi ce choix, sachant que ce sont des steppes pelées, comme vous dites, et que vous affectionnez plutôt la montagne? Mais justement, j'ai une pratique de la montagne qui, comme pour beaucoup, est récréative, du ski, de l'alpinisme. Et cette fois-ci, il s'agissait de s'intéresser au rôle des glaciers pour les populations en aval, notamment en Asie centrale. L'idée, c'était de partir de cette mer d'Aral, dont on a beaucoup entendu parler, qui s'est asséchée. Et elle s'est asséchée pourquoi? Parce que le fleuve qui l'abondait, l'Amu Daria, lui-même est en train de se tarir. Et ce fleuve, il vient des lointaines montagnes du Tadjikistan. Et ce sont ces grands glaciers du Tadjikistan qui sont les sources qui, en fondant, en distillant leur eau de fonte tout au long de l'année, abondent ce fleuve qui traverse les déserts et qui a permis, depuis l'Antiquité, la naissance des premières civilisations, des dynasties persanes. Et ensuite, il y a eu la conquête arabe, les Mongols, etc. Et puis l'URSS est arrivé et a imposé une exploitation industrielle du coton. Et à ce moment-là, on a tellement détourné les eaux du fleuve à travers les différentes républiques pour arroser les plantations de coton et beaucoup de riz aussi, ce qu'on sait moins, que le fleuve progressivement s'est tari. Il y a aussi eu un gigantesque canal qui s'est dirigé vers l'Iran à travers un pays qu'on connaît mal qui s'appelle le Turkménistan. Le Turkménistan est totalement dépendant d'un canal qui pompe à peu près 40% des eaux de l'Amu Daria. Et donc à partir de là, le fleuve tout doucement a cessé d'abord d'atteindre la mer d'Aral. La mer d'Aral a commencé à s'assécher. Et aujourd'hui, ce sont les Afghans, avec le régime taliban, qui est en train de creuser un nouveau canal. Et donc on ne cesse de détourner les eaux de ce fleuve. Et donc au lieu d'avoir des affluents, il a ce qu'on appelle des émissaires, c'est-à-dire des canaux qui saignent le fleuve progressivement. Ce qu'on appelle une géographie endoréique, mais c'est la même chose en Iran. D'ailleurs, Amu Daria, si je ne me trompe pas, et ça va nous confirmer, Daria, ça veut dire une rivière en persan. Voilà.
les langues d'Asie centrale sont essentiellement turciques aujourd'hui, à l'exception du tadjik, mais le mot Daria, qui veut dire fleuve, est resté de l'époque où l'Asie centrale était persane. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement ce que ça signifie endoréique? Ah, c'est pas facile d'être simple avec ce sujet. L'endoréisme, vous l'avez tous vu à l'époque de Thalassa, quand il y avait l'opération Okavango, l'Okavango qui est ce grand fleuve qui va se jeter dans le désert du Kalahari en Afrique. C'est lorsque les eaux d'un fleuve ou d'une rivière ne viennent pas se jeter dans le grand système océanique mondial. Elles viennent au contraire se perdre dans les terres, et donc elles viennent remplir dans leur dernier méandre des dépressions, des cuvettes. En l'occurrence, c'est la dépression aralo-caspienne, et c'est comme ça que s'est créée la mer d'Aral, c'est comme ça que s'est créée la Caspienne, qui sont en réalité des systèmes lacustres. Et durant ce voyage, vous avez aussi croisé pas mal de monde. Par exemple, la première scène s'ouvre sur une espèce de braconnage ou alors de pêche clandestine. Sinon, vous avez également croisé des personnes, des agriculteurs dans la culture du coton. Vous avez aussi croisé des personnes en Turkménistan, où la situation est particulière, où ils vivent en autarcie. Et je voudrais savoir quelle a été pour vous la situation la plus marquante. Bon, le Turkménistan, c'est très compliqué parce que c'est une dictature très fermée. Rien que d'y entrer, c'est tout un voyage. Et par ailleurs, j'étais à peine entré qu'eux étaient très pressés que j'en sorte. Et ils ont tout fait pour que ça se passe le plus vite possible aussi. Mais évidemment, oui, j'ai rencontré énormément de gens le long du fleuve. Parce que s'intéresser à l'hydrographie, ça a l'air comme ça très technique. Mais en réalité, vous vous intéressez à l'essence même de la vie. Parce que sans eau, pas de vie. L'Amou Daria, il est à l'Asie centrale ce que le Nil est et a été à l'Égypte, ou le Tigre, l'Euphrate à la Mésopotamie. C'est la condition de la vie. Donc à partir du moment où vous arrivez chez les planteurs de coton, les pêcheurs, même les ingénieurs qui construisent des barrages, toutes les populations qui vivent des oasis, c'est-à-dire les grandes zones irriguées par le détournement du fleuve, à partir du moment où vous arrivez avec la question de l'eau, toutes les langues se libèrent, tous les cœurs s'ouvrent. Vous pouvez parler de quelque chose qui inquiète énormément les gens. À partir du moment où aujourd'hui l'aridité commence malheureusement à progresser avec aussi le réchauffement climatique, c'est toute l'inquiétude qu'il y a sur les sources du fleuve, c'est-à-dire que ces grands glaciers commencent eux aussi à connaître une fonte, et l'avenir est un petit peu plus compliqué que prévu. Et justement, pour parler de ce glacier de Fetchenko, j'espère que je le prononce bien. Admirablement. Merci. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Parce que vous parlez de lui comme d'un château d'eau, justement. Oui, alors moi j'ai choisi le Fetchenko, c'est le plus long glacier de montagne du monde par ailleurs, et aussi le plus grand du Pamir par conséquent. Mais c'est la pièce maîtresse d'un archipel glaciaire dont la totalité des eaux de fonte, après confluence de tous les torrents de montagne, donne le fleuve Amou Daria. Donc j'ai choisi ce glacier de manière assez symbolique, mais en réalité les sources, c'est ce stock glaciaire qui est perché en très haute altitude dans les montagnes du Pamir, un petit peu en Afghanistan dans l'Hindoukouche, et qui est pratiquement l'unique source en Asie centrale, puisqu'ensuite ce fleuve traverse 2000 km de steppes semi-arides, arides, sans aucun affluent. Il est plus renforcé par aucune rivière. Et au contraire, ce sont les populations qui puisent dedans. Il faut bien comprendre que l'Amou Daria n'atteint plus aujourd'hui les derniers rivages de la mer d'Aral qui, elle, recule. Le fleuve aussi recule, en fait. Il se raccourcit. Ce fleuve est consommé à 100% par les activités humaines, comme le Colorado aux États-Unis, le Colorado dont les Mexicains ne voient pas une goutte dans le delta, par exemple. Ce sont des fleuves qui sont à 100% consommés par les activités humaines. Et justement, par rapport aux activités humaines, puisque nous sommes en train de parler de l'assèchement, des problèmes qui proviennent justement de cette surexploitation, quelles seraient les solutions justement pour ces populations, puisqu'elles ont besoin d'eau et qu'on voit qu'on est dans des grandes steppes arides où parfois la température monte à 52 degrés. Oui, on est carrément dans des déserts. Oui, le désert du Karakoum, juste derrière l'Iran, c'est un désert de sable très beau, d'ailleurs, avec des dunes qu'on appelle Barkhan. J'imagine que c'est un mot arabe qui a été adopté dans ces régions. Les solutions, dites-vous, alors il y a une note d'espoir, c'est rénover les canaux d'irrigation qui sont hérités de l'époque soviétique et qui sont très vieillissants, dont certains fuient
Ont été creusés à même le sable, ils sont à ciel ouvert, évaporation, infiltration, etc. Ce serait un chantier national, transnational d'ailleurs, parce qu'il s'agit de plusieurs républiques. Et puis il y a tous les problèmes de diplomatie de l'eau, parce qu'il y a certains font des barrages, d'autres ont besoin d'eau à telle époque. Alors tout ça, ce sont des histoires de régulation. À l'époque, l'Asie centrale était considérée comme un tout par les autorités en charge de la régulation des eaux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une mosaïque de pays indépendants et chacun cherche à être autonome. Donc, ils font des réservoirs, des barrages, et ça démultiplie. Ça démultiplie d'abord les surfaces d'évaporation, ça démultiplie les points de conflit. Mais il y a on appelle ça l'hydrodiplomatie aujourd'hui, qui est assez efficace en Asie centrale. Ça, c'est une note d'espoir. Ce sont des républiques qui se parlent, des peuples qui ont été à l'époque dans une union qui s'appelle l'Union soviétique, qui se connaissent. Et moi, je ne crois pas trop à une guerre de l'eau en Asie centrale, par exemple, en tout cas pour l'instant. Alors on sent le regard de géographe, on sent la rigueur du témoin, la voix de l'écrivain. Quelle est la posture justement adoptée quand on est dans ce genre de voyage? La posture dans l'écriture, vous voulez dire? Dans l'écriture, oui. Exactement, oui. Et ben, l'idée, c'est quand même d'emmener le lecteur, la lectrice en voyage, et de ne pas l'ennuyer avec toutes ces considérations techniques, ou plutôt de les distiller au fur et à mesure qu'on remonte le fleuve, de la remettre dans la bouche de celles et ceux qui vous ont appris des choses, puisque c'est aussi des gens qu'on rencontre qu'on apprend. Donc de les faire parler, tout ça est une histoire de fluidité. Il faut que ça coule comme un fleuve, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le récit. Et alors, quels sont sinon vos prochains projets en lien avec ces territoires? Je repars là, dans 2 semaines au Kazakhstan. C'était pas prévu, mais ça m'a tellement passionné. Moi, j'aime pas trop le désert, mais comprendre le rôle de ces glaciers et de ces montagnes que j'aime tant, que j'ai tant parcouru dans le cheminement final de cette glace liquéfiée, c'est devenu pour moi une raison très honnête d'aller parcourir les déserts. Alors là, je me rends dans l'Altaï, c'est à la frontière entre la Russie, la Mongolie, la Chine et le Kazakhstan. On va s'intéresser au gros glacier de l'Altaï en grimpant depuis le Kazakhstan. Et ensuite suivre le réseau de rivières qu'on connaît mal. C'est un fleuve qui s'appelle l'Irtych, qui aujourd'hui est détourné par les Kazakhs parce qu'ils ont déplacé leur capitale dans des steppes assez arides du nord du Kazakhstan. Et quand on déplace une capitale, la ville grossit. Et aujourd'hui, ils sont en proie à quelques pénuries chroniques. Voilà. Et la dernière remarque concerne évidemment le titre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qui est un jeu de mots, qui joue sur un jeu de mots, oui. Les routes de la soif, oui. Je pense que le journal Libération n'aurait pas renié ce titre. Mais en fait, je cherchais, comme c'est une géographie qui ne nous est pas familière. L'Asie centrale, pendant très longtemps, dans les manuels scolaires, c'était l'URSS et on n'allait pas plus en détail. Aujourd'hui, c'est une mosaïque de pays en ce temps dont l'agencement sur la carte n'est pas évident pour tout le monde. Il y a peu de références qui nous ramènent à l'Asie centrale. Alors, il y a les routes de la soie, il y a la mer d'Aral. Ce jeu de mots, route de la soie, route de la soif, est venu assez rapidement parce que ça permet quand même de situer, je pense. Alors je sais qu'en Bretagne, il y a un risque de confusion avec les rues de la soif. Je vous vois venir, j'ai vu dans certains regards que le jeu de mots du titre n'était pas si évident pour vous. Et par ailleurs, les routes de la soif, à l'époque où les caravanes commerçaient entre l'Asie, l'Europe et inversement, les routes de la soie, c'était déjà les routes de la soif, parce que toutes ces grandes cités, étapes, ces caravansérails, Bukhara, Khiva, Samarcande, dans lesquelles les caravanes échangeaient, se reposaient, etc., c'était justement des étapes après et avant le désert. La traversée des déserts iraniens, du Karakoum au Turkménistan aujourd'hui, etc., étaient des traversées redoutées. Et donc, Khiva, Bukhara, etc., étaient des étapes. On venait d'abord en sécurité se ravitailler, commercer, et puis aussi boire, faire des réserves. Donc les routes de la soie ont toujours été un peu les routes de la soif. Voilà pourquoi c'est plus qu'un jeu de mots. D'accord. Merci beaucoup, Cédric Gras. Merci beaucoup. C'est paru aux éditions Stock.
Et je rappelle que Hessan, Cédric et François-Henri seront en dédicace à l'issue de la rencontre, évidemment, au Salon du Livre, donc vous pouvez aller prolonger les dialogues. Pour finir cette longue conversation sur 3 jours, on sent que certains ont participé à toutes les tables rondes ici. On vous a prévu un petit contre-pied, parce qu'on se dit que fin de festival, là, il faut garder le rythme jusqu'au bout. Et ça commence par une petite histoire. Moi, tout le monde l'a dit, c'est ma première année, donc je connais personne ici. Et hier soir, je rentre à l'hôtel, un peu fatigué, et je croise François-Henri Désérable devant l'hôtel de l'Univers, et je vais me présenter à lui. Poli, je dis voilà, Elie Guillou, café littéraire. Qu'est-ce que j'avais pas dit ? En gros, on est rentré dans un débat où il m'a dit écoutez, c'est bien joli le café littéraire, mais 15 minutes pour parler, moi, ça me semble un petit peu court. En gros, c'est peut-être comme si je demandais, moi, à un marathonien de faire un 100 mètres. Il me dit, mais voilà. Donc, il me dit, j'aimerais bien avoir plus de temps. Mais, non, j'ai pas dit ça. Voilà, alors, j'ai pas du tout dit ça. mais ça n'était pas possible. Là, et je vous avoue que moi, comme c'est ma première année, ma tentation, ça a été de me dire, parlez-en à ma hiérarchie. Parce que là, j'avais l'impression d'être Michel Lebrise. Mais il se trouve que j'ai résilié ma box Internet il y a 3 semaines. Il y a eu un problème, et c'est exactement ce que m'a dit la personne au téléphone. Il y a eu un problème, parlez-en à ma hiérarchie. Donc, souvenir traumatique, j'ai pas voulu aller là. Et il m'a dit une autre phrase qui m'a touché. Il m'a dit, mais moi, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous refaire l'argument du livre, je vais vous vendre ma salade, et il dit, j'aurais honte de moi si je le ferais. Et là, j'ai pensé à Bob Dylan. Bob Dylan, en 1965, il est déjà très connu, il fait ses concerts folk avec sa guitare, il fait gling-gling, tout le monde l'applaudit. Bon. Et lui, il repart en loge, et il dit, mais franchement, moi, si j'étais spectateur et que ce soir, j'avais le choix entre venir m'écouter ou rester chez moi, je resterais chez moi. Donc, il n'en a fait qu'à sa tête, il a changé de son, et il a eu le prix Nobel 45 ans plus tard. Et là, je me suis dit, si je ne laisse pas François-Henri Désérable n'en faire qu'à sa tête, peut-être que je le prive de son prix Nobel dans 45 ans. Et là, pour une première année de café littéraire, ça serait très tard. Voilà, c'est la boulette. Voilà. Donc, François-Henri Désérable ne va pas du tout vous parler de Chagrin d'un chant inachevé, paru aux éditions Gallimard, mais il le signera après au Salon du Livre. Mais vous allez nous parler d'une anecdote sur un chemin de fer iranien, et ce qui fait parfaitement le lien. Alors, c'était pas du tout prévu. Hessan Norouzi. Non, mais en réalité, ce que je disais, c'est que ce genre de rencontre où on n'a que 12 minutes pour parler, c'est à la fois frustrant en tant qu'écrivain et en tant que lecteur. Et moi, j'aurais adoré écouter une conversation d'1 heure avec Hessan ou une conversation d'1 heure avec Cédric Gras. Et si on a écrit 250 ou 300 pages et qu'on a mis en général 1 an et demi, 2 ans, 3 ans à les écrire, il est très difficile de les condenser en 12 minutes. Et j'ai ajouté tout de même, c'est dommage parce que le Salon du Livre de Saint-Malo est le meilleur salon du livre de France. C'est vrai, et il l'a dit C'est ce que 2 j'ai fois. dit. Et je suis très sincère, j'ai l'impression que vous êtes les derniers lecteurs encore en vie. Croyez-moi, j'étais au Salon du Livre de... Ah, on est filmé, merde. C'est pas grave, j'étais au Salon du Livre de Nice le week-end dernier. Le seul qui signait des bouquins, c'était Éric Ciotti. Mais il ne regarde pas TVRN à Nice, donc on est tranquille. Non, mais alors je serais très intéressé de lire le livre de Hessan Norouzi parce qu'il se trouve que j'ai emprunté cette trans-iranienne dans le cadre d'un voyage en Iran il y a 2 ans, dont j'ai tiré un récit qui s'appelle L'usure d'un monde, et j'étais venu parler une première fois de ce livre-là. Et vous avez eu le prix Nicolas Bouvier pour ce livre, ici Oui, même, je vrai. crois que c'était l'année dernière. Et il y a 2 ans, oui. Et il se trouve que c'était un moment assez formidable parce que j'avais pris le train au Baloutchistan, jusqu'à Téhéran. Donc c'est 27 heures de train, un peu plus de temps en temps quand le sable ensable la voie et qu'il faut arrêter le train, sortir les pelles pour la déblayer. Et un contrôleur qui se piquait de parler quelques mots de français était très content d'avoir un français à bord pour pouvoir lui faire part de tout le champ lexical qu'il connaissait, qui était quand même tout de même assez restreint. Et je me souviens qu'il m'avait invité dans sa cabine et il me disait quelques mots comme ça, merci, bonjour, et il cherchait dans son esprit, il me donnait des noms de lieux aussi, il me disait Paris, Marseille, Saint-Malo. Non, là, il m'a pas dit ça. Là, c'est vraiment très flagorneur. Non, mais il cherchait aussi des noms propres. Un moment, il me dit Chirac, Jacques Chirac, Zidane. Et à un moment, je vois qu'il cherche comme ça dans son esprit et puis il trouve pas. Alors il met la main sous son gilet, il commence à faire du cheval et je lui dis Napoléon. Il me dit oui, Napoléon.
Et alors, puis à un moment, quand même, je finis par regagner ma cabine parce que j'allais pas passer 27 heures de train avec ce contrôleur. Mais au fur et à mesure de la nuit, alors que le train filait sur la transiranienne à travers l'Iran, à travers le désert de Lout jusqu'à Téhéran, il ouvrait la porte et puis il me balançait les mots qui lui étaient revenus en mémoire parce que la source n'était pas totalement tarie, contrairement aux routes de la soif. Et alors, je me souviens, il ouvrait la porte et il me disait table, chaise, etc. Et à un moment, on finit quand même par s'endormir dans ma cabine que je partageais avec un Afghan, deux Baloutches et un Kurde. Et je me souviens, à 4 heures du matin, il ouvre la porte avec fracas et commence à gueuler « barbichette », qui est un mot qui m'a laissé complètement interdit. Voilà mon histoire, ma petite histoire sur la transiranienne que j'avais racontée dans L'usure d'un monde. De quoi tu veux qu'on parle alors ? Moi, j'aimerais bien savoir comment barré sur les routes de l'Iran, tu en arrives en Amérique latine. Comment ça s'est fait dans ta vie ? C'est simple, j'avais lu un livre, un récit de voyage écrit par le jeune Ernesto Guevara, qui est le 28 décembre 1951 part avec son ami Alberto Granado sur les routes d'Amérique du Sud. Ils ont une moto qu'ils ont appelée la Poderosa, la puissante, la vigoureuse, qui va les lâcher très vite. Et avec cette moto, donc Guevara a 23 ans, Granado en a 29. Guevara est un jeune étudiant en médecine originaire de Cordoba, au nord-ouest de Buenos Aires. Granado, lui, est biochimiste et ils partent avec cette moto à travers l'Argentine. Donc ils longent la côte, ils traversent la Pampa, ils arrivent au nord de la Patagonie, ils remontent tout le Chili, ils passent par le Pérou, évidemment, par Cusco, le Machu Picchu, Lima. Et ensuite, ils traversent la jungle amazonienne en bateau, ils arrivent en Colombie et puis ils terminent leur voyage 7 mois plus tard à Caracas, au Venezuela. Et lors de ce voyage, il y a quand même une prise de conscience politique de la part du jeune Guevara, qui ne s'appelle pas encore le Che, parce que Che, c'est une interjection argentine qui revenait si souvent dans sa bouche, c'est comme une virgule, une ponctuation, que les Cubains lui ont donné ce surnom. Mais à l'époque, c'était simplement le jeune Ernesto Guevara qui voyage, qui veut simplement vivre une aventure, voir du pays, et qui, au fur et à mesure de son voyage, se rend compte que les latino-américains sont, un certain nombre d'entre eux, sont exploités. Et né dans son cœur certaines formes d'indignation, peut-être pas encore la nécessité de faire la révolution, mais l'idée qu'il faudrait peut-être un jour ou l'autre redresser les torts de ce monde. Pour avoir voulu les redresser, il a fini par trouver la mort quelques années plus tard à La Higuera en Bolivie. Il tire de ce voyage initial un récit. Granado, son compagnon de voyage, tire également un récit. Et Walter Salles, un cinéaste brésilien, en a fait un film qui s'appelle Carnet de voyage, qui est un très très beau film. J'avais lu les récits, j'avais vu le film, je rêvais de partir en Amérique latine parce qu'il y a une puissance d'évocation des toponymes sud-américains que je trouve assez extraordinaire. Vous prenez une carte de l'Amérique du Sud et vous lisez les noms de Buenos Aires, de Caracas, de Machu Picchu, de Titicaca, d'Ushuaia, de Terre de Feu. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller voir tout cela de plus près pour de vrai. Et c'est la fameuse phrase de Bouvier dans l'usage du monde, c'est la contemplation silencieuse des atlas à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Eh bien moi j'ai eu envie de tout planter là, de ficher le camp en Amérique du Sud, et plutôt que de me laisser guider au hasard de mes pas, j'ai décidé d'emprunter l'itinéraire qui fut celui d'Ernesto Guevara 65 ans plus tôt. Et vous avez vu comment on retombe sur nos pattes. Grand professionnel. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc, vous refaites tout ce trajet-là de Guevara, mais on sent dans le livre que ce qui vous intéresse, c'est pas tant d'aller sur les traces en fait, du mythe Guevara, mais ce qui vous intéresse, c'est ce jeune homme qui est en fait en plein vagabondage. Et vous dites, moi, je ne pouvais pas me mesurer à lui, je n'avais pas l'étoffe d'un révolutionnaire, mais j'espérais avoir celle d'un vagabond. C'est quoi les qualités requises pour être un bon vagabond ? C'est de prendre son temps. C'est de faire un voyage au long cours, c'est de sortir des sentiers battus, et c'est surtout de chérir la rencontre, les visages presque davantage que les paysages. Le titre vient d'une lettre que Guevara écrit à ses parents. À un moment, il repart dans un deuxième voyage sud-américain, il finit au Mexique, il rencontre Fidel Castro, et sa mère lui dit « Bon,
assez de tes, un peu comme aurait pu le dire la mère de Cédric Gras, assez de tes pérégrinations, il est temps de revenir au bercail, installe-toi comme médecin à Buenos Aires, fais-nous de beaux petits-enfants, mène une vie paisible et nonchalante et arrête de nous emmerder en quelque sorte. Et Guevara, dans une lettre, lui répond « Ma chère maman, mes chers parents, j'ai fait la connaissance d'un jeune leader révolutionnaire cubain destiné à libérer son pays par les armes. Mon sort est désormais lié à celui de la révolution cubaine et je triompherai avec elle ou je mourrai là-bas. » Et il ajoute « Si je meurs, je n'emporterai dans la tombe que le chagrin d'un chant inachevé. » Alors ça, il le dit en espagnol. C'est un vers de Hikmet, un poète turc, mais qu'il a lu en espagnol. Solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso. Mais quand on le traduit, ça fait chagrin d'un chant inachevé. Et je trouve que ce chagrin d'un chant inachevé, ça pourrait être l'autre nom son autre nom, ça pourrait être l'amertume des sympathies interrompues dont parle Flaubert dans l'éducation sentimentale. Vous savez, dans l'éducation sentimentale, il y a cette ellipse formidable où Flaubert veut marquer le passage du temps en faisant voyager son héros Frédéric Moreau, et il dit simplement en un paragraphe, il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues, il revint. Et moi j'ai compris ce que Flaubert entendait par amertume des sympathies interrompues lorsque j'étais à Cusco et que chaque jour j'avais pris l'habitude de prendre mon petit déjeuner dans un marché qui s'appelait le Mercado San Blas et je commandais toujours auprès de la même personne du jus d'orange et des œufs brouillés chaque matin auprès de Carmencita, du jus d'orange et des œufs brouillés. Et au bout d'une semaine, j'ai su que j'allais devoir tourner le dos définitivement à Cusco et aux gens que j'y avais rencontrés et à Carmencita. Et c'est ça le chagrin d'un chant inachevé. Et je savais que je n'allais plus la revoir. Et puis, il se trouve qu'un an plus tard, je suis retourné à Cusco, ce qui était totalement imprévu. J'ai voulu renouer avec mes bonnes vieilles habitudes. Je suis retourné au Mercado San Blas avec l'espoir d'y retrouver Carmencita, mais sans trop y croire. Et alors qu'elle ne m'avait pas vu depuis un an, lorsqu'elle a vu mon visage, elle m'a dit « du jus d'orange et des œufs brouillés, n'est-ce pas ?» Et tout ça pour vous dire que je crois qu'une bonne manière d'être un vagabond, c'est ça, c'est d'être attentif autant que possible à ces rencontres, aux voix qu'on entend, parce que la littérature est peut-être ce petit espace, ce tout petit sanctuaire où les voix coexistent sans s'annuler et que l'écrivain voyageur est celui qui est à l'écoute de la mystérieuse polyphonie du monde. Et Nicolas Bouvier, qui était sur ce même plateau dans les années 90, il y a toutes les archives. On regrette de ne pas avoir été dans le public. Oui. Mais les archives sont disponibles sur le site d'Étonnants Voyageurs et j'ai tout regardé ce qui concernait Bouvier. Et il y a un moment où on lui demande, mais en fait, comment on voyage correctement ? Et il dit, et il s'énerve presque, et il dit, mais pour voyager correctement, il faut voyager lentement. Donc ça rejoint ce que vous disiez, il faut perdre 3 jours à un poste frontière, il faut s'ennuyer, il faut être bloqué pour soudainement arrêter le défilement et se rendre compte que la manière de tenir une tasse en raconte tout autant. Il faut accueillir la mésaventure autant que l'aventure en réalité, parce que la mésaventure est beaucoup plus féconde pour l'écrivain que les moments d'ataraxie, les moments de joie pure d'être au monde. Le soleil qu'on voit se coucher sur le lac Titicaca depuis l'Isla del Sol, qui est un des plus beaux endroits du monde, c'est une expérience qui est formidable à vivre, mais d'un point de vue littéraire, on n'en fait pas grand-chose. Et en réalité, quand on lit Bouvier et qu'on lit L'usage du monde, la scène... alors le livre est formidable de bout en bout, mais moi la scène qui m'a le plus marqué, c'est l'une des pires mésaventures qui lui est arrivée. Lorsqu'il se trouve à Quetta, au Pakistan, toutes les notes qu'il a prises de son voyage sont balayées par le boy de l'auberge qui a cru que c'était... Des détritus. Et Bouvier se retrouve avec Thierry Vernet à aller fouiller la décharge de Quetta sous un soleil de plomb et il ne retrouve rien si ce n'est qu'une demi-page à moitié calcinée dans la chaleur de Quetta. Et sur cette demi-page, il parle de la froideur de l'hiver à Tabriz, quelques mois plus tôt. Et Bouvier dit qu'il ne reconnaît même pas ce qu'il a écrit, qu'il n'est plus tout à fait le même, et c'est ça qu'il y a aussi de formidable dans le voyage, c'est cette capacité qu'il a à étirer le temps, et en étirant le temps, en lui donnant de l'épaisseur, en le rendant élastique, à nous changer profondément.
Et peut-être pour conclure à la fois cet entretien et puis l'ensemble des 3 jours de conversation qu'on a eu, vous revenez à plusieurs reprises dans votre livre, vous questionnez en fait ce que ça doit être ou ne doit pas être ou peut ne pas être un récit de voyage. Vous écartez la description de paysage. Donc là, c'est quelque chose d'assez Non, on peut en catégorique. mettre, mais disons que la littérature de voyage regorge d'extase panthéiste devant la nature. Et moi, en tant que lecteur, ce sont des choses qui m'emmerdent un peu. Et donc, qu'est-ce que ça doit, selon vous Et surtout, c'est parce que je ne sais pas le faire. Et qu'est-ce que ça doit contenir? Parce qu'il y a donc les descriptions, il y a les anecdotes, il y a le récit de soi, il y a l'analyse politique, il y a le récit de la rencontre. Qu'est-ce qui donne sa valeur aujourd'hui à un récit de voyage, selon vous? Mais ce qui donne sa valeur, c'est simple, c'est la langue, c'est une façon de voir le monde qui procède d'une façon d'être au monde qui elle-même résulte d'une façon de le mettre en mots. C'est cette singularité de la langue. Moi, quand je lis Bouvier, si vous me mettez une page inédite de Bouvier sous les yeux, je vais être en mesure, même si vous ne me dites pas que c'est du Bouvier, de reconnaître instinctivement que c'est du Bouvier. Parce qu'il y a une très forte singularité de la langue. Là, si vous fermiez les yeux et que nous parlions, vous seriez en mesure de distinguer qui de Cédric Dessane ou de moi est en train de parler. Eh bien, la littérature, c'est la même chose. C'est la couleur, le grain d'une voix par écrit qui est si singulière qu'elle va imposer en quelques lignes une présence reconnaissable entre toutes. Et donc un bon récit de voyage, c'est un récit où il y a une langue. C'est ça d'abord. Un récit bien écrit. Voilà. Merci beaucoup François-Henri Désérable. Chagrin d'un chant inachevé sur la route de Che Guevara. C'est paru aux éditions Gallimard. Et vous pouvez les retrouver en signature sur le Salon du Livre. Ce festival touche presque à sa fin, mais pas tout à fait, puisqu'il reste un mot de clôture par Jean-Michel Le Boulanger, le président, par le maire, et puis après il y a un concert de Nolwenn Corbel, donc restez encore, ne lâchez rien jusqu'au bout, tant qu'il y a une place de libre, on la prend. Merci beaucoup. Merci à vous.